Comment ça va les gars? Est-ce que vous êtes chaud de parler de d'unpopular opinion? C'est ça finalement le leitmotiv de ce live un peu. Des unpopular opinion, hein, je rappelle, hein, des avis contraires à ce que le monde pense. On pense peut-être être tout seul dans son coin à penser cette chose-là, mais on y croit dur comme fer et malgré tout on se dit putain, moi je sais que ça, c'est mon truc. Je précise que ce concept a déjà été fait, que ce soit aux États-Unis ou en France, avec que ce soit Hydro en Formule 1 ou Alex de Castro au foot. Ça, y a pas de. Voilà, je précise, hein, avant qu'on me dise t'as pris le concept de lui. Je m'en dédouane. La première unpopular opinion, ce serait que, ok, je me suis pas tout spoil, hein, celle-là je l'avais pas. Victor Osimhen est un attaquant lambda. Je pense qu'en vrai, en attendant que je vous laisse répondre, Victor Osimhen, alors, on va juger en deux catégories. On va se dire, ou c'est un avis compréhensible, ou c'est une dinguerie. Et après, on peut placer un peu, en fonction du degré de la chose. Là, honnêtement, ah ouais, Lambda, c'était top 5 numéro 9 la saison dernière. Ouais, c'est ce qui me fait. En fait, là, tu vois, je trouve que c'est vachement un avis culture de l'instant. C'est un avis, en fait, où. Je sais pas, dans 3 mois, il explose tout. On reparle d'Osimhen au PSG pour 180 millions. Victor Osimhen, un attaquant lambda. Oh, moi, je vais un peu plus vers la dinguerie. Moi, je vais un peu plus vers la dinguerie. En vrai, tu peux pas dire que Victor Osimhen est un attaquant lambda. Le gars, malgré tout, tu vois, bon, ok, Naples fait une saison catastrophique. Mais faut pas oublier qu'il y a à peine 8 mois, le gars, il est, comme tu dis, top 5, numéro 9 la saison dernière, et franchement, pas cinquième. Honnêtement, pas cinquième. Il est... C'est un peu le seul fer de lance en attaque avec Vara, mais que Vara marque moins, donc... il est toujours très... Il est décisif. Avec le Nigeria, il a fait une bonne CAN. Il a fait une très bonne CAN, en vrai. Contre le Barça, il a fait 2 très bons matchs, le Victor Osimhen. Il n'a pas été accompagné par ce qui est derrière lui. Mais de là à dire que Victor Osimhen est un attaquant lambda, c'est dur. Franchement, c'est dur. Moi, je mets... je valide pas. Je valide pas cette unpopular opinion. Tu peux pas valider Osimhen attaquant lambda. Alors, j'en ai une. J'en ai... Oh, ok. Vitinha est top 10 des milieux de terrain à l'heure actuelle. Bah, en vrai de vrai, j'avoue qu'on parle pas beaucoup de Vitinha quand on cite les meilleurs milieux de terrain de la planète. Ça, je suis totalement d'accord. C'est un avis impopulaire. Parce que Vitinha, on le sort pas comme un Verratti, par exemple, au PSG. Mais c'est vrai que dans un PSG qui tourne extrêmement bien, le meilleur milieu de terrain, pour moi, c'est Vitinha. Peut-être pas le plus régulier. Je pense que Zahir Emery est plus régulier. Mais est-ce qu'il a atteint certains niveaux de performance qu'a atteint Vitinha? Pas tout le temps. C'est normal, il a 17 ans. Mais Vitinha, top 10 milieu de terrain cette saison. En vrai, c'est dur top 10. Hein, parce que top 10, il y a beaucoup de très bons milieux de terrain, tu vois. En vrai, tu prends le milieu de terrain de City. Déjà, Rodri, De Bruyne, Bernardo. Fais ton top 10 alors. Rodri, De Bruyne, Bernardo. Je mets Toni Kroos devant parce qu'il fait une très grosse saison. Je mets Bellingham devant. Ouais, Bellingham, c'est un milieu. En vrai, si on prend vraiment au poste, ouais, on prend au milieu. Bellingham, je le prends au milieu. Après, Odegaard, c'est un milieu. Gundogan, c'est très fort aussi. Kimmich, il n'est pas en tant grande forme que ça. Tchouaméni fait une grosse saison. Valverde fait une grosse saison. Est-ce qu'il est top 10 en vrai? Maintenant que tu poses un peu à plat, il y a Bruno Fernandes, il y a
Il y a à Liverpool, comment il s'appelle, qui fait une très très grosse saison. McAllister, il y a... Non, non, il y a... Top 20, je pense qu'il rentre. Top 20, il y est, c'est sûr. Top 20, il y est pour moi. Déjà, c'est... Ouais, je pense que c'est le meilleur milieu de Ligue 1. Pas au niveau de la constance, mais en termes de niveau, c'est le meilleur milieu de Ligue 1 cette saison. Il est au-dessus des autres. Là où Warren manque un peu de... Là où il est plus... Certes, il est plus régulier dans ses performances. Je trouve qu'il est moins fort que Vitinha. Sur des matchs à forte intensité, sur des grandes confrontations. Maintenant, il n'est pas titulaire avec le Portugal. Top 10, franchement, c'est... Je me mets un peu entre les deux. Honnêtement, c'est pas une dinguerie. C'est un peu un avis que j'entends. Pour moi, c'est au milieu. Ousmane Dembélé n'a pas lâché une vraie saison à Pouty depuis le Borussia Dortmund. En vrai, je plaide coupable, mais pour moi, il a raison. C'est un fait. C'est pas une populaire opinion. Ah, j'ai énoncé un fait, j'ai pas compris le concept. Ouais, pour moi, c'est acté, hein, qu'Ousmane Dembélé... Le gars, il est blessé les 2 premières saisons, enfin les 3 premières saisons avec le Barça. La 4e, il la joue un peu. À Paris, il est en train de faire une saison un peu en dessus-dessous, où il est capable de très haut comme de très bas. Ousmane Dembélé n'est pas un joueur de football. Ouais. La Coupe du Monde, il est pas bon, honnêtement. La Coupe du Monde 2022, je l'ai trouvé vraiment pas bon. Celle-là sur Ousmane, elle est un peu facile. C'est pas un avis impopulaire. Tout le monde se dit un peu ça. Paul Pogba est le... Paul Pogba est le 2e meilleur milieu de terrain de l'histoire de l'équipe de France, devant des Vieira, Makelele, etc. Waouh. Alors ça c'est un avis impopulaire. Je parle en équipe de France, pas qu'un club. Oui, totalement, en équipe de France. Je pensais pas que Paul Pogba ait été autant considéré... Mais c'est vrai que, ouais, en vrai, le niveau qu'il a, Paul Pogba, en équipe de France... En fait, déjà, 2014, il arrive en 2014, c'est déjà un patron. 2016, c'est le 3e meilleur joueur, je pense. Après Griezmann et Payet. Et encore, Payet, c'est un peu éteint. 2018, le niveau du gars. Le niveau du gars. L'Euro 2020, c'est le meilleur joueur de l'équipe de France. En vrai, je comprends l'avis. Ça va pas dans dinguerie pour moi, ça va plus dans avis compréhensible. Paul Pogba peut prétendre... Après, attends, la question, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire, les gars. Il y en a eu des milieux dans l'histoire du foot français. Hein. Et il y en a eu beaucoup. Hein. Il y en a eu vraiment beaucoup en équipe de France. Hein. Peut-être des milieux de terrain qu'on a connus, donc depuis... Merde, chat mis en pause à cause du défilement. Non, je m'en fous. Ah, j'avoue... Non, ouais, je sais pas. Après, on peut pas être objectif, on a tous entre 20 et 30 ans. Là, donc le plus vieux milieu qu'on a vu jouer, c'est Vieira. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Il y a plein de joueurs qu'on n'a pas vu jouer, de joueurs exceptionnels. Bon, je prends tout poste, tu vois, mais des Giresse, Trésor, Fernandez. Il y a plein de joueurs qu'on n'a pas vu jouer, tu vois. Même Platini, on l'a pas vu. Copa, on l'a pas vu. Mais ouais, bon sujet de discussion, totalement. C'est un très bon sujet de discussion. Paul Pogba, deuxième meilleur milieu de terrain. Est-ce que je le mets devant Vieira? En vrai, oui. Parce que Paul Pogba, je trouve qu'il surnageait vraiment par rapport à Kanté dans certaines conditions. À l'Euro 2021, il surnageait complètement. 2018, il y a certains matchs où il surnage vraiment par rapport à Kanté. Parce que Vieira, en fait, il était très bien accompagné. Il avait un gros milieu de terrain avec lui. Il avait ou Makelele, ou Petit, ou Zidane. Enfin, je sais pas pourquoi... Enfin, il avait Zidane avec lui, quoi. Que Pogba, c'est vrai que c'est lui qui avait ce registre un peu de porter le jeu vers l'avant. Et aujourd'hui, un Paul Pogba avec un Griezmann qui a reculé sur le terrain et tout,
Ah, putain. Ça aurait été fou. Si Ben Arfa avait un comportement convenable, il aurait fait top 3 ballons d'or. Ce mec, c'est une dinguerie balle au pied. Alors, en fait, je trouve que... Moi, je vais le mettre... cet avis un peu plus dans le côté dinguerie. Parce qu'en fait, le gars a un talent fou. Mais des gars qui ont un talent fou balle au pied... Tu vois, par exemple, des gars comme Ben Arfa, comme Quaresma, il leur manque quelque chose pour passer un palier. Et Ben Arfa, j'ai l'impression qu'avec son style de jeu, en plus, le gars, il était trop fort à une époque où le top 3 du Ballon d'Or, c'était Messi, CR7, Neymar, ou Messi, CR7, Iniesta, Xavi. Et surtout qu'avec le temps, le poste qu'il occupait, Ben Arfa, donc pur numéro 10, le pur numéro 10, on n'en voit plus depuis la période Mesut Özil 2012-2013, quoi. Donc Ben Arfa, il aurait, au vu de la spécificité de ce joueur et entre guillemets, des capacités qu'il a de dribble, en fait, il est... Comment dire? C'est trop spécifique. Son jeu est trop spécifique pour moi. Il n'est pas assez complet pour pouvoir prétendre à un top 3 Ballon d'Or. Il faut être plus complet que ça pour moi pour pouvoir prétendre à un top 3 Ballon d'Or. Je pense. Après, c'est mon avis. Donc, petite dinguerie. Le centre de formation du Stade Rennais n'a rien à envier au centre de formation de l'OL. Vous en pensez quoi? En fait, je pense que cet avis impopulaire que j'entends de temps en temps est venu à cause de Ousmane Dembélé. En vrai. Dembélé a été formé à Rennes, c'est un top talent, en tout cas c'était un top talent mondial. Il y a Kamavinga, il y a... Et ces dernières années, c'est vrai que les joueurs bankable, les jeunes joueurs bankable sortent plus de Rennes que de Lyon. Il y a Désiré Doué, il y a Hugo Choukou qui a rejoint Chelsea. Il y a vraiment une cellule jeune qui est vraiment très forte en développement. Il y a des très bons joueurs de partout. Et ça fait quelques années que le centre de formation du Stade Rennais est vraiment en train de s'imposer comme le top 3 des meilleurs centres de formation de France. Si on prend vraiment les dernières années, moi je valide cet avis impopulaire. Pour moi, c'est du côté avis validé. Je pense pas que le centre... Bon, pour revenir à une populaire opinion, je pense pas que le centre de formation de l'OL soit moins bon que celui de Rennes, ça c'est sûr. Parce que le centre de formation de l'OL sort quand même malgré tout des joueurs qui ont un truc en plus. Tu vois, Barcola, il a un truc en plus. Loukeba, il a un truc en plus. Cherki, qu'on le veuille ou non, il a un truc en plus. Je pense que la vie s'entend. Et la question c'était, n'a rien à envier au centre de formation de l'OL. Ben, je suis plutôt d'accord. Même si Iniesta est plus fort que Xavi, Xavi était plus impressionnant que lui. Et au passage, Modric est plus grand qu'Iniesta. Ça fait beaucoup d'informations. Est-ce que Xavi était plus important qu'Iniesta? Alors, tu peux dire oui parce que le gars était capitaine. Il était capitaine devant Iniesta. Donc, indirectement, il était capitaine du Barça en 2015 quand il arrête. Il était capitaine de l'Espagne. Il était deuxième capitaine de l'Espagne. Deuxième capitaine de l'Espagne? Ouais, deuxième capitaine. Non, troisième capitaine derrière Puyol et Casillas. Je suis pas totalement d'accord avec ça. Je pense que comme tu le dis, Pierrot, Iniesta va pas sans Xavi et Xavi va pas sans Iniesta. Mais Modric, non jamais. Alors ça, par contre, c'est un avis, je trouve, qui fait plus débat. Surtout qu'ils ont joué à la même époque, à la même période. Hein, donc, il y a de la comparaison. Pas au-dessus, peut-être pareil, mais surtout pas au-dessus. Ok, ouais, donc pour toi, c'est... ils sont d'égal, ou Modric est un peu en dessous. Ben... Moi, j'aurais tendance, en fait, à dire un peu l'inverse. Je vais mouiller un peu. Mais je pense que... J'ai pas envie de me faire tomber dessus. Attention, les Catalans. J'ai pas envie de me faire tomber dessus. Je ne pense pas que Modric est un meilleur footballeur qu'Iniesta. Loin de là. Loin de là.
Pour moi, déjà, c'est deux registres très différents. En vrai de vrai. Dans tous les cas. Les deux n'ont pas le même rôle dans leurs équipes respectives. Mais là où je vais faire passer Modric devant Iniesta, alors il y en a un qui a la Coupe du Monde et l'Euro. Je comprends totalement. Mais Iniesta a eu la Coupe du Monde et 2 euros. Et 2 euros avec peut-être la plus grande Espagne de l'histoire récente. En tout cas, de l'histoire, je sais pas, mais de l'histoire récente. Que Luka Modric, il amène quand même la Croatie 2 fois, au moins dans le dernier carré de la Coupe du Monde. Et en 2018, Luka Modric prend cette espèce de trophée rond là qu'il allait chercher et il va chercher le ballon d'or. Un truc que pour moi Iniesta aurait dû mériter des centaines de fois, mais c'est jamais arrivé. Modric Kroos, c'est pareil que Xavi Iniesta pour moi, mais en sélection, l'Espagne a fait plus et ils étaient ensemble. Ouais, mais tu vois, dire que l'Espagne a fait plus, évidemment, c'est peut-être la meilleure équipe de la décennie 2010, en vrai de vrai. Si tu prends au global, c'est la meilleure équipe de la décennie 2010, l'Espagne. Avec l'équipe de France, ça se tape. Mais je pense que la grande Espagne est la meilleure équipe. Du 21e siècle, peut-être. En vrai, ça c'est un débat aussi. Peut-être. Dans cette équipe-là, t'as Casillas, qui est le meilleur gardien du monde. T'as Puyol, Piqué, Ramos. Xavi, Iniesta, Fabregas, David Silva, David Villa, Fernando Torres. Modric, avec lui, il a Dario Serna, il a Daniel Subasic, il a Dejan Lovren. Il amène en finale et il fait la 3e place. C'est quand même très 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 fort ce que fait Modric. Quand tu parles du Real, est-ce que Modric vient dans le top 3 des joueurs depuis 2010? Pour moi, non. Depuis 2010, est-ce que Modric vient dans le top 3 des joueurs du Real? Je mets pas Casillas depuis 2010. Je mets pas Casillas déjà dans la décennie 2010. Je mets CR7 Ramos, je suis d'accord. Le 3e, entre Benzema, Modric, Marcelo, alors qu'Iniesta, pour moi, il est lié au Barça. Ouais. C'est un bon argument. C'est un très bon argument. Messi, Xavi, Iniesta. Enfin, Messi, Iniesta, Xavi. Pour moi. Ouais, je suis d'accord. C'est un très bon argument que tu avances là. Parce que c'est vrai que Modric, en fait, au Real, tu as tellement... Mais c'est ça aussi. Le Barça, en fait, le Barça de Guardiola, c'est un... Globalement, le Barça, c'est une équipe, en fait, qui va pas se poser sur des individualités. Sur une individualité, qui est Lionel Messi, mais c'est un collectif. Que le Real, tu as vraiment des individualités qui vont sortir tac, 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 tu vois. C'est pas la même philosophie, et c'est pour ça que pour moi, il y a plus de joueurs qui ressortent en termes de legacy côté Real que côté Barça. Ce qui n'enlève rien au talent des exceptionnels David Villa, Sergio Busquets, Carles Puyol. C'est pas une dinguerie que Modric soit considéré meilleur qu'Iniesta. C'est pas... pour moi, c'est au central. C'est central. C'est pas une dinguerie. Oh putain. Attends, il est chaud celui-là. Si Fekir avait signé à Liverpool, il serait devenu une plus grande star que Salah. Non, tu peux... Non. Salah, c'est une légende de Liverpool. Mais Salah, c'est une légende du foot tout court, en fait. C'est une plus grande légende que Salah. Waouh. Tu m'aurais dit à poste égal que Coutinho. Le niveau qu'avait Nabil Fekir avant sa blessure, avant... c'était quelque chose. Avec Jürgen Klopp qui était là pour le pousser et tout. Coutinho, j'aurais pu comprendre. Mohamed Salah... on parle de Mohamed Salah. Hein. C'est peut-être top 5 des meilleurs joueurs des 10 dernières années. En vrai, de là à dire qu'il serait devenu une plus grande légende que Mohamed Salah... Ouh. Non, c'est un peu chaud. Là, pour moi, c'est dinguerie. Pour moi, c'est une dinguerie. Pour moi, c'est une dinguerie.
Il est plus difficile de gagner un championnat du top 4 qu'une Ligue des Champions. Quand tu prends l'exemple du Real, le Real galère énormément à gagner la Liga. Le Real est toujours en galère pour gagner la Liga. Le Real l'a gagné 3 fois sur les 10 dernières années. C'est fou. C'est complètement fou. On parle du Real Madrid. Et à côté de ça, la Ligue des Champions, bah, sur les 10 dernières années, ils en gagnent 5. C'est fou. Ils ont gagné plus de Ligue des Champions que de Liga. Mais, à contrario, tu as Manchester City qui prend 5 des 7 dernières Première Ligue, mais ils prennent qu'une seule Ligue des Champions. Est-ce que c'est plus dur de gagner un championnat du top 4 ou la Ligue des Champions? Je pense quand même malgré tout que c'est plus dur de gagner la Ligue des Champions. Mais je comprends l'avis du gars. Parce que tenir un championnat sur 38 journées, c'est vraiment pas facile. Tenir vraiment une identité de jeu, garder un vestiaire uni, garder une cohérence dans ta philosophie de jeu, des résultats, les mercatos, tout ça, en plus les périodes de l'année, parce que toutes les périodes évoluent. C'est vrai que c'est dur de gagner un championnat du top 4. Luis Enrique est ce qui est arrivé de mieux au PSG depuis bien longtemps. Et la France ne comprend pas le foot de Luis Enrique. Oui, c'est la meilleure chose qui soit arrivée au PSG. Pourquoi? Parce que Luis Enrique est cet entraîneur, en fait. Il y a eu des entraîneurs de stature qui sont arrivés au PSG. Il y a eu Pochettino, il y a eu Unai Emery, il y a eu... comment il s'appelle, Thomas Tuchel, il y en a eu. Il y a eu Carlo Ancelotti. Il y a eu des entraîneurs de stature. Mais lui, il a amené ce truc de... Vous n'êtes pas mes potes, les gars. On est là pour bosser ensemble. On est là pour... Il a apporté cette discipline. Il a apporté ce sens du management qui je trouve, peut faire grincer des dents. Luis Enrique, il faut savoir que... voilà. Il n'y a pas de préférence. Il n'y a pas de joueur au-dessus de l'équipe. C'est sa philosophie, il l'a toujours dit, il l'a toujours fait. Moi, je trouve que c'est à la fois une très bonne chose de mettre Kylian Mbappé pas forcément là où il a envie d'être, hein, de s'adapter à l'équipe et de... Maintenant, prendre le risque de te priver du seul joueur qui est capable de faire quelque chose très souvent en attaque dans ton équipe, je trouve ça quand même prendre le risque en fait de te faire éliminer de la Ligue des Champions bêtement, ça peut être, tu vois, peut être très dur. On a toujours vu Mbappé et de toute façon il le mérite, hein, c'est le meilleur joueur du monde, deuxième meilleur joueur du monde peut-être. Le gars il mérite d'être là où il en est et le gars est trop fort, il le répond sur le terrain, encore contre Montpellier. On dit que la relation entre les deux n'est pas très bonne. Bah, le gars il met un triplé dont un but où il va le chercher. Voilà, c'est complètement dingue. Maintenant que Luis Enrique cherche à installer un climat de confiance avec tous les autres joueurs en mode vous inquiétez pas, s'il se passe quelque chose, et de toute manière on prépare l'après Mbappé parce que Kylian va partir, hein, il va pas rester au PSG, ou que ce soit Real ou n'importe, il va partir, on le sait, c'est acté, c'est fait. Mais faire des trucs en mode Gonzalo, t'inquiète, on est là. Randall Kolo Muani, si t'es bon, on est là. Barcola, on est là. Dembélé, on est là. Vitinha, on est là. T'auras un rôle plus offensif. Warren Emery, pareil. Je pense pas que le foot, la France ne comprenne pas le foot de Luis Enrique, mais plutôt ne comprend pas trop, enfin, trouve son management un peu flou. Le foot, en fait, qu'on comprend en France et surtout avec le PSG, c'est d'aligner les meilleurs joueurs tout le temps. De chercher à aligner les meilleurs joueurs à chaque poste, mettre un 6-0 à chaque match. Mais Luis Enrique, c'est pas ça. Luis Enrique, c'est de la construction. C'est de la... Luis Enrique, je pense qu'il préfère gagner 3-2 avec sa manière que de gagner 6-0 un match où les lignes adverses sont complètement ouvertes, où ses joueurs ne font pas d'efforts.
Luis Enrique, il est un peu comme ça. Et dans ce sens-là, l'unpopular opinion, je la comprends. Merci tout le monde. Et je vous fais des bisous et à très vite. Ciao, ciao.